Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce webinaire sur les bases de la comptabilité en 45 minutes. J'espère que tout le monde va bien ce soir. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et surtout si vous entendez bien et vous voyez bien les Fanny et Alvina qui vont présenter le webinaire ce soir. Est-ce que Alvina et Fanny, vous pouvez faire un test son et micro? Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça a l'air pas mal. Vous êtes super nombreux ce soir. Il y a eu plus de 2500 inscrits, donc on est très fiers de vous accueillir. Et puis, vous faites partie du record ASOConnect. Ça y est, on a dépassé le record qui était déjà un webinaire comptabilité l'année dernière. On avait dépassé tout juste les 2000 personnes inscrites. Là, il y a 2500 personnes inscrites, juste pour donner un peu de contexte et pour mettre un peu la pression à Alvina et Fanny aussi. Ça correspond à un grand Rex qui est plein, donc une grande salle de cinéma très connue à Paris. Puis pour ceux qui habitent dans le sud, c'est le théâtre Sylvain à Marseille. C'est un théâtre d'extérieur qui peut accueillir 2500 personnes. Donc si vous voulez, en attendant les retardataires, vous pouvez essayer de nous citer les endroits en France qui peuvent accueillir 2500 personnes. Mais sachez que voilà, il y a 2500 personnes ce soir inscrites à ce webinaire. Et n'hésitez pas également à vous présenter, à présenter votre association dans le chat. Je vois que tout le monde a pris le pli sur le chat, comment l'utiliser, nous dire ce que vous faites dans l'association, quel est l'objet de votre association. Et puis, on va démarrer d'ici une petite minute. On a un objectif de tenir en 45 minutes, c'est la promesse. Je ne sais pas, Alvina et Fanny, l'année dernière, mais je pense qu'on avait peut-être tout petit peu dépassé avec les questions. Ouais. Mais voilà, on va se dire que maximum, on est ensemble jusqu'à 19h. Et vous êtes on est bientôt 1000 inscrits. Alors, je vais en profiter. Peut-être qu'Alvi, on peut commencer sur la première slide d'introduction. Je vous invite, dans un premier temps, à bien couper vos notifications pour être concentré sur tout ce qui va vous être expliqué pendant ce webinaire sur la comptabilité. Pas besoin forcément de prendre des notes. Vous allez recevoir le replay à la fin du webinaire, plus plein de ressources qu'on va vous citer, des liens qu'on va vous envoyer. Tout ça, vous l'aurez à disposition dans un email récapitulatif et sur une page dédiée. Et comme vous êtes très nombreux sur le chat, ça va être plutôt pour réagir en direct sur ce qui va se dire. Par contre, si vous avez des questions ou souhaitez une réponse, je vous invite à les poser dans l'onglet questions que vous devez avoir en bas de votre écran. Et surtout, votez pour les questions, pour éviter les répétitions des questions, votez pour celles qui vous semblent les plus pertinentes. On ne pourra pas répondre à toutes les questions pendant ce webinaire, donc c'est super important que vous votiez pour celles que vous souhaitiez qu'on aborde à la fin de la présentation. Voilà, tu peux peut-être passer à Alvi. Voilà, donc on va voir trois choses. On va voir, vous allez apprendre plein de choses sur la comptabilité, donc les obligations et les types de comptabilité, les notions clés à connaître, et on va évidemment avoir une session de questions-réponses à la fin de la présentation. Ensuite, je crois que on vous explique ce que vous allez trouver dans ce webinaire et ce que vous n'allez pas trouver dans ce webinaire. Donc peut-être qu'on va perdre quelques personnes ce soir, mais voilà ce que vous allez trouver. Donc les différents types de compta, le plan comptable des assos et les nouveautés 2025, les notions, l'exercice et la clôture comptable, les à nouveau et les principaux documents comptables. Je dis ça, j'y connais pas grand-chose en comptabilité, même si je suis trésorier d'association, mais c'est pour ça qu'on a deux expertes avec nous sur le sujet. Et en revanche, ce qu'on ne va pas aborder dans ce webinaire, et on en est désolé, mais peut-être qu'il y aura d'autres webinaires sur le thème, c'est les saisies avancées, la gestion de paie, les PCA, CCA et FNP. J'ai révisé pour savoir ce que je disais. Création de budget et ventilation, budget prévisionnel et comptabilité auxiliaire. PCA, CCA, c'est produit constaté d'avance, charge constatée d'avance. Et FNP. Ouais. Merci. J'avais plutôt le NFP, mais c'est autre chose et on ne va pas en parler non plus ce soir. Et oui, évidemment, si vous êtes déjà client ASOConnect, vous avez le lien support.asoconnect.com. C'est vraiment pas le lieu aujourd'hui de répondre à vos questions sur l'outil ASOConnect.
Là, c'est vraiment une formation pour vous guider sur la comptabilité associative. Super, merci Alvina. Je te laisse te présenter en quelques mots. Je reprends le micro. Bonjour à tous. Donc, je me présente pour ceux qui ne sont pas sur AssoConnect, qui n'ont pas encore vu ma tête. Donc, je m'appelle Alvina. Donc, moi, ça va faire 7 ans que je suis chez AssoConnect. Je viens du monde de la comptabilité. À la base, j'ai travaillé dans des cabinets d'expertise comptable. Et maintenant, je suis du coup responsable produit chez AssoConnect. Et je m'occupe, entre autres, des features de la comptabilité, du paiement et de la collecte de fonds. Voilà. Et ce soir, je vais vous présenter un petit passage accompagné du coup de Fanny. Alors, bonsoir à tous. Fanny Binot, expert comptable et commissaire aux comptes au sein du groupe Fideliance. Et donc, j'ai dédié mon parcours aux associations. Donc, je m'occupe de tout ce qui est secteur non marchand au sein du groupe. Et puis, si vous me voyez éternuer, moucher, soyez indulgents. Je pense que c'est de saison. Tout à fait. Super, merci. Et puis moi, je vais servir juste d'animation et puis je serai sur le chat pour essayer de répondre aussi à quelques questions, voilà, pour assister Alvina et Fanny. Très rapidement, peut-être que la majorité nous connaissent déjà, mais AssoConnect, on existe depuis plus de 10 ans. On est 70 personnes, on est tous passionnés par la tech et le secteur associatif. Chaque employé chez AssoConnect est engagé dans des associations. Et les 3 valeurs fortes que j'espère que vous retrouvez aussi dans nos échanges, c'est la simplicité, la bienveillance et l'excellence. Et AssoConnect, en 2 mots, c'est pas que on fait la compta, on fait de la compta sur AssoConnect, mais pas que. Et Alvina, tu peux passer à celle d'après. C'est un outil global pour gérer toute votre gestion administrative, comptable et financière sur une même plateforme en ligne. Donc, on a fait économiser énormément de temps aux responsables associatifs, aux trésoriers d'associations. Je vous inviterai à aller regarder si vous voulez en savoir plus sur AssoConnect. Et très rapidement, on accompagne aujourd'hui plus de 40 000 associations. Je suis très content de présenter cette slide et peut-être qu'il y en a aujourd'hui des AVF. On a changé leur logo. À chaque fois qu'on fait un webinaire, on met les AVF avec l'ancien logo. Là, on l'a changé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un des AVF aujourd'hui et qui est content de voir le nouveau logo AVF, mais voilà, il y a quelques références. On accompagne des assos de toute taille, tout secteur. Donc, ça va de 2 membres jusqu'à plus de 800 000 membres avec la plus grosse fédération qu'on accompagne. Et pour terminer, et après moi je m'arrêterai là, on fait pas que une solution en ligne pour vous aider à gérer votre association. Vous êtes là aussi ce soir parce que voilà, on met à disposition du contenu aussi gratuitement avec des experts. Donc là, on a le cabinet Fideliance qu'on connaît depuis longtemps. On anime avec eux plusieurs webinaires par an. Donc voilà, il y a des webinaires, il y a des articles de blog, des vidéos sur YouTube, des livres blancs. Donc tout ça, on met ça à disposition. Et juste pour vous donner aussi un peu de contexte sur AssoConnect, notre employeur nous offre chaque mois une demi-journée de bénévolat pour s'engager dans des associations qui nous tiennent à cœur. Voilà, je crois que j'ai fait la présentation pour AssoConnect et Fanny, tu peux peut-être présenter Fideliance. On a vu effectivement les 3 valeurs d'AssoConnect. Nous aussi, on a inscrit 3 valeurs à notre objet social qui est d'être attentif, engagé et audacieux pour et envers nos clients. Donc ça a été une volonté qui va dans l'image de Fideliance et dans la volonté d'être plus proche de nos clients. Donc Fideliance, c'est environ 400 collaborateurs, 6000 clients, 17 sites, donc majoritairement en Île-de-France, mais on a aussi maintenant un site à Lyon et 2 sites dans le nord de la France. Et c'est environ 40 000 euros de chiffre d'affaires. 40 millions, pardon. J'oublie des zéros. Et donc, on a plusieurs activités et surtout, la bulle qui nous intéresse, c'est la dernière puisqu'on a décidé de dédier une équipe de compétences sur la partie association et ESS au sens large avec vraiment des spécialistes de tout horizon sur toutes les matières qui pourraient nous intéresser, fiscalité, comptabilité, reporting, gestion juridique, puisqu'il y a aussi de grandes particularités sur les associations, analytiques, enfin vraiment toutes les particularités associatives sont gérées par cette équipe dédiée dont je m'occupe au quotidien. Et si ça vous intéresse, on pourra aussi vous transférer le site internet
qu'on a dédié aux associations et qui vient de sortir. Donc maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, on va démarrer par quelles sont les obligations de comptabilité de l'association et surtout, en fait, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on doit faire avec sa comptabilité. Donc, on va commencer par qu'est-ce qu'on doit faire. Donc là, vous avez une citation du site association.gouv que je vous conseille puisqu'il y a vraiment tout un tas d'informations assez pratico-pratiques à destination des associations et qui résument vraiment quelles sont les obligations. Donc, les associations doivent impérativement tenir une comptabilité dont le degré et la nature dépendent de la taille de l'association, de ses ressources de financement, donc subventions, prêts bancaires, dons, de son activité et de l'exercice ou non d'une activité lucrative. Donc, concrètement, de quoi peut découler cette obligation ? Donc, l'obligation, ça peut venir d'un texte légal ou ça peut être défini statutairement. Si vous avez choisi de l'inscrire dans vos statuts, vous serez obligé de vous y tenir. Ça peut être une contrainte liée à l'obtention d'un agrément et ou d'une subvention. Donc, c'est vrai que souvent, les financeurs demandent de pouvoir tracer les fonds dans le cadre de la subvention que vous signez avec eux. Ou si vous êtes dans le cadre d'un agrément, je pense par exemple au médico-social, les ESMS, vous avez des obligations comptables de restitution. Ça peut être une obligation fiscale, donc soit liée, on verra qu'il y a deux obligations fiscales en fait. Il y a celle qui est liée à l'exercice d'une activité lucrative, donc en fait une activité qui rentre en concurrence directe avec le secteur marchand, ou à l'émission de reçus fiscaux. Donc si vous êtes d'intérêt général et que vous avez la capacité à émettre des reçus fiscaux et que vous en émettez, vous rentrez dans le champ d'un contrôle possible de l'administration fiscale et donc vous devez avoir une comptabilité pour pouvoir justifier des reçus fiscaux émis. Et enfin, la dernière obligation, c'est l'exercice d'une activité économique dont on verra après que les seuils sont assez importants puisque c'est 1,5 million de total bilan et 3,1 millions de chiffre d'affaires. Donc là, on est quand même sur des associations d'une taille un peu plus conséquente qui exercent une activité économique. Donc pareil, c'est ce qu'on appelle les activités éducatives, médico-sociales ou autres. Donc, cette obligation comptable, on a vu de quoi elle peut découler. Qu'est-ce qu'il faut pour savoir si on a cette obligation ? C'est déjà consulter ses statuts, c'est recenser les différentes caractéristiques de l'association. Est-ce que vous avez un agrément ? Est-ce que vous faites appel à la générosité du public ? Est-ce que vous êtes reconnu d'intérêt général ou le degré d'étude d'utilité publique ? C'est se questionner sur la nature de son activité. Voilà, qu'est-ce que j'ai défini dans mon objet social comme activité ? Est-ce que cette dernière, elle est lucrative ou non ? C'est de prendre connaissance de ces modes de financement. Voilà, est-ce que j'ai des financeurs publics ? Quelles sont les conventions qui me lient avec mon financeur ? Quelle est la taille de mon association ? Et est-ce que j'ai l'obligation de nommer un commissaire aux comptes ? Puisque le commissaire aux comptes a un devoir de revoir la comptabilité, on verra que ça induit aussi un niveau supplémentaire de comptabilité à fournir. Mais on ne reviendra pas sur les seuils du commissaire aux comptes aujourd'hui, puisque je pense qu'on peut dédier un webinaire entier sur le commissaire aux comptes. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire de cette comptabilité ? Parce qu'on a vu qu'on a des obligations, mais c'est pas uniquement une obligation, c'est aussi un outil formidable pour rendre compte, pour piloter, pour anticiper et pour pouvoir analyser l'activité de l'association. Donc le premier point, c'est le maintien d'une gestion démocratique, puisque vous devez rendre compte à vos adhérents, à vos membres, dans le cadre d'une assemblée générale annuelle sur laquelle vous allez statuer sur les comptes annuels. Donc, pour pouvoir rendre compte, il faut bien sûr avoir une comptabilité fiable pour montrer à ses adhérents qu'on a rempli notre mission, notre objet social. C'est aussi rendre compte aux différentes personnes qui pourront vous faire des dons.
vos donateurs, vos mécènes, souvent ils aimeraient avoir une restitution de l'utilisation des fonds qu'ils vous ont donnés. Donc ça permet d'accroître le degré de transparence financière envers vos financeurs privés et aussi envers vos financeurs publics, puisque des comptes rendus de subventions sont souvent demandés, pour pouvoir rendre compte de la correcte utilisation des fonds au projet qui a été financé. C'est aussi un meilleur outil de pilotage économique. C'est ce qui va vous permettre en fait de garantir la pérennité de votre association, de prendre les différentes actions correctives, de garantir l'équilibre, voire même un excédent pour pouvoir refinancer vos projets futurs. Donc c'est vraiment l'outil de pilotage qui va vous permettre d'ajuster vos dépenses, d'ajuster éventuellement votre masse salariale en fonction des fonds que vous avez annuellement, de piloter votre budget et de prendre différentes actions pour revoir le pilotage afin de garantir que l'association vive sur le long terme. Et le dernier point, c'est une réponse au suivi juridique. Donc vous allez juridiquement avoir des demandes de compte rendu. Donc c'est un outil pour répondre à ces demandes. Il y a des obligations de publication aussi des comptes annuels qui existent pour les associations. Donc c'est pour des associations qui ont plus de 153 000 € de subventions ou de dons avec reçu fiscal, vous devez publier vos comptes au journal officiel des associations. Donc ça, c'est une obligation juridique qui est garantie par la mise en place d'une comptabilité et par l'édition d'un bilan et d'un compte de résultat. Mais ça, on verra plus en détail après de quoi il s'agit. Et donc, sur le dernier point, qu'est-ce que je peux faire avec ma comptabilité? C'est surtout aussi à vous de vous questionner sur quels sont vos moyens humains notamment. Est-ce que vous avez une personne dédiée à la comptabilité en interne? Est-ce que vous avez un trésorier bénévole? Est-ce que vous avez une personne qui a la compétence de suivre cette comptabilité? Est-ce qu'il vaut mieux externaliser, ce qui est parfois le cas? Est-ce que vous avez les moyens logistiques aussi? Est-ce que vous avez un outil comptable dédié? Est-ce que vous êtes sur AssoConnect? Est-ce que vous êtes sur Excel? Donc tout ça va faire que, en fonction de vos moyens, vous n'allez pas pouvoir aller dans un degré aussi large que ce qu'on pourrait faire. Donc en fonction de vos moyens, il y a deux possibilités de suivre sa comptabilité. La première, c'est la comptabilité de trésorerie. Donc ça, c'est la comptabilité, on va dire, assez simple pour les petites associations. Et donc, en gros, c'est le résumé de vos flux bancaires. En fait, en comptabilité, vous allez avoir un résumé de vos encaissements, de vos décaissements, et le fait générateur comptable, ce sera celui finalement du flux de trésorerie. Et donc, vous aurez vos charges et vos produits avec en contrepartie vos comptes de banque. Après, si on va un peu plus loin, et donc c'est le niveau du dessus, c'est la comptabilité d'engagement. Donc là, on a une étape en plus par rapport à la comptabilité de trésorerie, puisque là, on va inscrire en charge et en produit l'ensemble des documents comptables. Donc là, on n'est plus sur les flux de trésorerie, on est sur les documents comptables. Et les documents comptables, c'est quoi? C'est la facture fournisseur, c'est la notification de subvention. Donc en fait, on a cette étape en plus. On va avoir, si on part sur l'exemple de la facture fournisseur, je comptabilise en charge ma facture. Je vais avoir en face un compte de tiers qui est mon fournisseur. Et quand je réglerai en banque, je viendrai solder mon compte de tiers par le paiement. Donc, en fait, ça a quand même une opportunité importante, cette comptabilité d'engagement, c'est que ça vous permet notamment de suivre les retards de paiement, aussi bien de vos adhérents, de vos financeurs, que vous envers vos fournisseurs et ou salariés, si jamais. Voilà, donc c'est un peu plus engageant, comme son nom l'indique, puisque ça nécessite plus d'écriture, mais ça peut avoir un vrai avantage de suivi. Et puis surtout, on a deux comptabilités possibles, mais la comptabilité d'engagement, elle est obligatoire au-delà de certains seuils, puisqu'on
On a parlé d'associations structurées, mais il y a des seuils, toujours ces 153 000 € de subventions, ces associations ayant une activité économique, les assos fiscalisés ou celles qui font appel à la générosité du public, elles sont obligées de se conforter au règlement comptable des associations, donc le règlement ANC 2018-06 pour ceux qui s'ennuieraient ce soir avant de dormir. Mais du coup, elles doivent aussi tenir une comptabilité d'engagement. Et maintenant, je vais passer la parole à Elvina qui va nous expliquer un petit peu plus en détail les natures de comptes. Exactement. Et je voulais rajouter sur la comptabilité d'engagement. Je sais que c'est aussi très apprécié par certains organismes, notamment qui délivrent des subventions. Voilà, de plus en plus, en tout cas, nous, on le conseille chez AssoConnect. Alors, pour commencer, je vais vous présenter plusieurs petites choses, mais je vais commencer par les notions à connaître. Et la première et la principale, Fanny l'a brièvement évoqué tout à l'heure, mais c'est l'ensemble des règles qui vont finalement vous aider à organiser votre comptabilité. Et la première, c'est le plan comptable associatif. Globalement, le plan comptable associatif, c'est un ensemble de règles et de codes qui vont servir à organiser la comptabilité. Il y a 8 classes, donc comme on peut le voir. La première classe, c'est les comptes de capitaux, le compte de capitaux. Donc, ça va être les bénéfices, ça va être vos réserves, ça va être vos emprunts. On va avoir la classe 2 qui va être les immobilisations. Donc là, c'est tous les biens qui sont destinés à être gardés dans le temps. Par exemple, on achète des locaux. C'est pas une charge qu'on va passer directement, c'est quelque chose qu'on va amortir sur sa durée de vie dans le temps. En général, on est sur enfin, Fanny, tu me corriges si je me trompe, mais l'administration fiscale de mémoire dit qu'il faut un seuil plus de 500 € et il faut une durée de vie qui est supérieure à 1 an. Enfin voilà, ça doit être quand même quelque chose qui s'amortit sur plusieurs années. Ensuite, on a les classes les classes 3, pardon, les stocks. Les stocks, c'est plus que vous voulez suivre de manière plus fine, auquel vous faites un inventaire tous les ans. Par exemple, un club de judo qui vendrait des ceintures, par exemple, à la rentrée, il va vouloir suivre ces stocks. Si jamais vous vendez aussi des goodies, des t-shirts au nom de l'association, ce genre de choses, c'est des choses que vous allez suivre dans les stocks. Ensuite, on a les comptes de la classe 4. Là, c'est les comptes de tiers. Donc, c'est les comptes qu'on utilise très souvent, notamment en comptabilité d'engagement, qui vont permettre de suivre vraiment très finement les dettes et créances. Donc, que ce soit avec vos fournisseurs, vos clients, vos adhérents, vos donateurs, mais aussi l'État, par exemple, si vous avez de la TVA, si vous avez des salariés, et vous allez avoir vos comptes de salariés aussi qui vont être dans ces comptes de la classe 4. Ensuite, on a les comptes de la classe 5, qui sont les comptes financiers, dit aussi les comptes de trésorerie. Là, vous pouvez y comptabiliser tous les comptes qui sont liés à la trésorerie. Donc, les banques, les chèques, les caisses, parce qu'effectivement, même la caisse se comptabilise. On a tendance un petit peu à l'oublier, mais tout ce qui va être dans votre petite boîte en fer, voilà, parce que c'est de la petite monnaie, on va dire, ça a son importance et il faut le saisir dans la comptabilité. Et puis, enfin, vous pouvez avoir d'autres, je vois souvent des associations qui ont des terminaux de paiement ou bien qui ont un compte en ligne. Ça va aussi être rangé, si je puis dire, dans ces comptes de la classe 5. Donc, ces comptes de la classe 1 à 5, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est des comptes qui vont servir à faire le bilan et c'est des comptes qui vont se reporter d'année en année. Un compte bancaire, s'il finit à la fin de l'année avec 850 €, quand vous commencez l'année suivante, il sera toujours à 850 €. Donc, il va se reporter d'année en année. Et enfin, on a les comptes de la classe 6 qui sont les charges. Donc, c'est toutes les opérations courantes de l'association, des achats, un loyer, des fournitures, voilà, qui vont venir un peu appauvrir finalement l'association. Et en contrepartie, on a les comptes de la classe 7 qui vont être tous les produits que va gagner l'association. Donc, c'est tout ce qui va enrichir l'association, les cotisations, les dons, voilà, les recettes d'un événement, si vous avez certaines subventions qui passent en compte de classe 7, voilà. Donc, il y a tout un tas de choses qui va venir enrichir finalement l'association. Et enfin, on a les comptes de la classe 8 qui sont beaucoup utilisés dans la plupart des associations. Et j'ai vu passer pas mal de questions sur le chat à ce sujet-là. C'est tout ce qui va être la comptabilisation du mécénat et des contributions volontaires en nature, comme le bénévolat ou ce genre de choses.
Je continue sur la suite, sur les notions importantes. C'est l'exercice comptable. Du coup, toutes ces opérations que vous allez pouvoir classer dans ces différents comptes, il va falloir les saisir dans ce qu'on appelle un exercice comptable. Donc, un exercice comptable, il commence toujours avec une situation initiale. Donc, c'est ces fameux comptes de la classe 1 à 5 qui se reportent d'année en année et qui sont un peu le suivi de toute l'association. Vous pouvez avoir des comptes à zéro si c'est la première année de votre association, ce qui est normal puisque du coup, l'association est toute nouvelle, donc il n'y a rien au départ. En revanche, il y a rarement zéro pour les autres associations. C'est-à-dire que même si vous commencez au début à pas avoir de suivi ou avoir un suivi Excel, en général, regardez bien, mais il y a toujours ce qu'on appelle un à nouveau à mettre en place, un solde bancaire ou ce genre de choses qui va vous permettre de démarrer votre comptabilité sur un logiciel, par exemple. Ensuite, on va avoir l'exercice. Donc là, c'est toutes les opérations. J'ai bien dit toutes les opérations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure l'espèce, par exemple, qui étaient enregistrées dans la comptabilité. On essaie de faire des contrôles réguliers parce que quand c'est fait à la fin de l'année, c'est compliqué de se souvenir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu une erreur, est-ce que j'ai été prélevé 2 fois sur telle facture, etc., etc. Donc, il y a plein d'outils qui vous permettent de vous faire des contrôles, notamment le rapprochement bancaire. Voilà, vous pouvez aller voir, on a pas mal de documentation, on rentrera pas dans le détail aujourd'hui, mais c'est un des outils qui nous permet de faire des contrôles réguliers tous les mois pour vérifier que la comptabilité, elle est cohérente avec ce qui s'est passé et ça vous évite un énorme travail à la fin de l'année lors de la clôture. Lors de la clôture, Fanny expliquera un petit peu tous les documents tout à l'heure, qu'est-ce qui va en ressortir. Mais en fait, on est en train de figer la comptabilité, on est en train de vérifier toute son année finalement, et derrière de sortir le bilan et le compte de résultat qui vont vous servir à présenter votre AG, de faire un bilan de ce qui s'est passé dans l'année, d'aller chercher des subventions auprès des mairies, auprès des différents organismes, et si vous êtes soumis, d'aller voir votre expert comptable, votre commissaire aux comptes, d'aller déclarer auprès de l'administration fiscale, etc. Un exercice, il fait en général 12 mois, tout simplement parce que tout à l'heure, comme le disait Fanny, ça sert aussi à prévoir la comptabilité, ça sert aussi à comparer un exercice avec l'autre. Donc pour ça, on essaie d'avoir, le plan comptable préconise d'avoir 12 mois d'exercice comptable, ce qui permet de se suivre dans le temps et d'avoir une certaine continuité. Il est en général soit sur l'année calendaire, soit sur un exercice qu'on appelle décalé, qui est lié à votre activité. Par exemple, si vous êtes plutôt une association de loisirs, vous allez peut-être plutôt commencer comme l'année scolaire au 1er septembre et donc terminer au 31 décembre. Et du coup, si vous êtes une association plutôt professionnelle, une fédération d'une activité pro pour des professions libérales par exemple, là, vous allez être plutôt du 1er janvier au 31/12. Voilà. Donc ça sera vraiment à voir en fonction de votre activité si vous l'avez pas commencé. Il faut savoir que on peut changer cette date d'exercice comptable si jamais vous voulez changer et que ce soit plus adapté à votre activité. Mais dans ce cas-là, il faudra faire soit un exercice plus court, soit un exercice plus long. N'hésitez pas à contacter un expert comptable pour vous conseiller là-dessus sur ce que vous pouvez faire. Mais voilà, il faut savoir que ça existe et que c'est possible. Je vais vous présenter du coup une écriture comptable pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on est parti sur une comptabilité d'engagement. Donc je vous propose d'essayer de comprendre tout le mécanisme et vous allez voir que il faut retenir un peu la méthode. Il n'y a pas besoin de le savoir par cœur, surtout que dans les logiciels la plupart du temps ça se passe automatiquement. Mais c'est bien d'en connaître un petit peu juste la méthodologie pour pouvoir comprendre ce qui se passe et pouvoir se dire ah oui je comprends pourquoi c'est au débit, pourquoi c'est au crédit, voilà. Donc dans une écriture on a toujours des produits, on a dit que c'était une écriture, enfin là je pars sur une adhésion, donc on se dit que les produits c'est toujours au crédit et les charges sont toujours au débit. Là ça va être une écriture d'adhésion, donc on va être sur un produit, donc c'est Jean qui vient adhérer à l'association, donc du coup ce qu'on va utiliser c'est le compte de la classe 7 produit, donc adhésion. Et comme on a dans la méthode, on nous dit le produit c'est toujours au crédit, on va venir mettre les 100 € finalement dans la colonne crédit. En comptabilité, il y a toujours un débit égal un crédit parce qu'on peut pas avoir une ligne, ce qu'on appelle le principe de la partie double. Et du coup, on doit toujours avoir une deuxième ligne parce qu'en fait, si on a une cotisation, c'est qu'en face, il y a quelque chose, il y a une contrepartie. Ici, c'est Jean qui vient adhérer et du coup, Jean nous doit de l'argent. Donc, pour pouvoir équilibrer cette fameuse écriture, on va prendre le compte adhérent, donc
compte de la classe 4, compte de tiers dont je parlais tout à l'heure, et on va venir le mettre au débit pour 100 euros. Et là, on voit bien, j'ai une ligne adhésion 100 euros, j'ai une ligne Jean me doit de l'argent 100 euros, et finalement, mon écriture est équilibrée. On a 100 euros des deux côtés. Au moment où il va payer, donc c'est pas forcément, ça peut être le jour même, mais c'est pas forcément le jour même. Aujourd'hui, Jean a décidé de nous payer en virement. Donc, du coup, on va avoir une autre écriture qui va se passer le 10 janvier, où là, on va venir finalement, ce qu'on dit, solder l'écriture de Jean Dupont. Donc, on va venir, Jean Dupont était au débit tout à l'heure. Donc, pour dire, il a payé, il me doit plus rien, je vais devoir annuler en quelque sorte son écriture. Donc, je vais reprendre ce compte 467 et je vais le mettre au crédit. Ça fait un système de débit-crédit finalement dans le compte 467 et on se dit, c'est bon, c'est soldé. Et ensuite, en contrepartie, puisque du coup, on a toujours une partie double et on a toujours un débit égal crédit, on se pose la question de qu'est-ce qui est mouvementé. Ici, c'est un virement bancaire, donc j'utilise le compte 512 qui est le compte de la banque. Et là, j'arrive avec deux écritures. Une écriture qui est d'engagement, qui est, on constate que Jean a pris son adhésion, et une autre écriture de paiement qui est, on constate que Jean a payé son adhésion. Et du coup, si on regarde une vision d'ensemble, on a une écriture qui est un petit peu plus compliquée que sur des dépenses-recettes. En revanche, on a un suivi qui est très fin. On sait que Jean, à un moment, nous devait de l'argent. On a toutes les dates et toutes les étapes de ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de sortir derrière des bilans et de comptes de résultats qui sont très précis. Et du coup, on a vraiment voilà, ce principe de à chaque fois, j'ai un débit-crédit, c'est très mécanique. Une fois qu'on a retenu la première ligne, c'est forcément débit, puis crédit, puis redébit. Voilà. Sur la partie écriture. Peut-être Fanny, tu peux, je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter ou si tu veux passer directement sur les documents. Ben, on peut peut-être préciser que pour l'adhésion de Jean, l'engagement de l'adhésion de Jean, c'est l'appel à cotisation qui fait le fait générateur de cet engagement. Donc, quand vous émettez tous vos appels à cotisation auprès de vos adhérents, techniquement, vous constatez la créance de l'adhérent envers l'association. Et comme ça, avoir la comptabilité d'engagement, ça vous permet de suivre quels sont vos adhérents qui ont payé et quels sont vos adhérents qui n'ont pas payé leur cotisation. C'est vrai que là, on a pris en plus un exemple simple. Si on pense à un paiement en plusieurs fois, ce qui arrive assez souvent, soit par de la carte, soit par du chèque, c'est vrai que le fait d'avoir cette date d'engagement, ça permet d'avoir vraiment une précision et de voir surtout l'évolution de qu'est-ce que nous doit Jean et quand est-ce que Jean a terminé de le payer, quoi. Eh bien, vas-y, je te laisse la parole sur les documents. Alors, donc les principaux documents. Donc là, on arrive en fin d'année. On va établir notre bilan et notre compte de résultats. Donc, on va voir quels sont l'ensemble des documents comptables qu'on aura produits au cours de l'année et qui vont donc se répercuter sur nos états de clôture. Donc, Alvina, je te laisse passer. Alors, donc on a les trois premiers états qui sont grisés parce qu'en fait c'est des états qu'on peut dire transitoires quelque part puisque ce qui va vous intéresser surtout c'est le bilan et le compte de résultat. Mais pour pouvoir faire ces deux états, il va falloir qu'on passe par des journaux comptables, un grand livre et une balance. Donc le journal comptable, bon c'est pas le journal qu'on achète le matin au kiosque, c'est le regroupement de l'ensemble de vos écritures catégorisées. Donc, c'est-à-dire qu'un journal comptable, qu'est-ce que c'est? Bah, par exemple, vous avez le journal de banque. On l'a vu tout à l'heure, ce fameux compte 512 qui représente votre banque. Bah, quand vous allez saisir vos relevés bancaires, vous allez saisir ça via un journal de banque. Autre opération, quand vous avez que vous recevez des factures fournisseurs, si vous êtes en comptabilité d'engagement, vous allez comptabiliser ça par un journal d'achat. Si vous avez de la paye et que vous comptabilisez vos écritures de paye, vous allez comptabiliser ça via un journal de paye. Donc, en fait, vous allez pouvoir extraire vos journaux pour cibler l'ensemble des opérations d'une seule et même catégorie, vente, achat, banque, paye. Et il faut qu'en théorie, tous les comptes comptables qui doivent être mouvementés, soit par les banques, soit par la paye par exemple, soit bien avec ce journal de paye. Donc, c'est-à-dire que dans le compte 512 par exemple, en théorie,
on ne retrouve que des écritures en journal de banque puisqu'elles proviennent des relevés bancaires. Alors, on a une dernière catégorie d'opérations sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais c'est le fameux journal d'OD, donc les opérations diverses. Alors ça, souvent, ça questionne puisque c'est tout ce qui ne rentre pas dans une catégorie de journal connu. Donc, c'est souvent des neutralisations de créances prescrites, des neutralisations de factures fournisseurs qui n'ont pas été réglées ou ce genre de choses. Donc, il faut se méfier de ce journal d'OD qui, en théorie, permet d'ajuster une opération qui n'est pas justifiée par un document comptable. Et lorsque vous faites appel à un expert comptable, c'est souvent le journal qu'on utilise, nous, pour passer nos écritures de fin d'année, donc tout ce qui peut être provision pour risque ou autres, qui sont en fait des calculs ou des documents bien particuliers qui ne rentrent pas dans une catégorie classique. Donc ça, c'est pour les journaux. Ensuite, vous avez le grand livre qui est en fait le récapitulatif de l'ensemble des écritures de l'exercice. Donc là, il n'y a plus de journal, c'est vraiment l'ensemble des écritures classées par compte et par date. Et la balance générale, c'est du coup le récapitulatif du grand livre puisque vous avez un compte et un solde à la date où vous extrayez votre balance. Donc souvent, nous, ce sera à la date de clôture pour faire notre bilan et notre compte de résultat. Donc les deux états qui sont du coup plus colorés, ça c'est l'aboutissement en fait de notre clôture d'exercice comptable. Donc on va produire un bilan, un compte de résultat que peut-être on sera obligé de publier au journal officiel, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc le bilan, c'est quoi? C'est vraiment la photographie à la date de clôture de l'ensemble des dettes et des créances de l'exercice. Donc c'est des soldes qui sont arrêtés à notre date de clôture. Donc souvent c'est le 31/12 puisque c'est l'année civile. Donc là vous aurez l'ensemble de vos classes 1 à 5, comme on l'a vu tout à l'heure, qui seront arrêtées à cette date-là, avec donc tout le suivi annuel de ce qui s'est passé dans ces comptes de tiers. Donc c'est vraiment la photographie et la retranscription finalement du patrimoine de l'association, puisque vous aurez l'ensemble de vos actifs que vous aurez immobilisés, l'ensemble de votre trésorerie disponible à la date du 31/12, l'ensemble de vos fonds propres, donc tous les apports que vous auriez pu faire à l'association et tout le cumul des excédents des années antérieures sera stocké dans vos fonds propres, l'ensemble de ce que vous devez à vos fournisseurs, voilà, tout sera répertorié à cette date du 31/12. Et le compte de résultat, à l'inverse, ce sera finalement le récapitulatif de l'année de votre quelque part performance financière, puisque ce sera votre résultat comptable. Donc ce sera le cumul des charges et des produits qui donneront finalement un résultat soit excédentaire, soit déficitaire. Et donc ce résultat, à la fin de l'exercice, vient se reporter dans les fonds propres. C'est pour ça que les fonds propres, c'est vraiment la photographie de l'ensemble de vos performances financières passées. Donc le compte de résultat, ça retrace l'activité sur l'ensemble de l'exercice, donc du 1er janvier au 31/12. C'est vraiment toute la période qui est reprise, alors que le bilan, c'est la photographie à un instant T, donc à la date de clôture. Et on peut rajouter, alors il n'est pas cité, alors on peut rajouter deux choses qui ne sont pas citées sur cette slide. C'est qu'on a la possibilité d'extraire un FEC, donc un fichier des écritures comptables, qui est en fait un fichier normé par l'administration fiscale et qui est du coup normé, donc qui permet d'être dupliqué sur l'ensemble des logiciels comptables et qui répond à tout un tas d'indicatifs qui sont demandés par l'administration fiscale. Donc si jamais vous avez un contrôle fiscal un jour, l'État à fournir, c'est ce fameux FEC. Et donc ça permet aussi d'aller d'un logiciel à l'autre. C'est vraiment très pratique et c'est lisible par l'ensemble des professionnels du chiffre. Et le deuxième point qui n'est pas repris sur cette slide, c'est que on a le bilan.
on a le compte de résultat, mais aussi on a un état qui s'appelle l'annexe. L'annexe comptable, en fait, c'est un état descriptif des différents règles et méthodes comptables que vous avez appliquées. Donc, en fait, ça explique un petit peu votre cotisation adhérent, la cotisation de gens qu'on a vu tout à l'heure. Ça permet de décrire que vous l'avez comptabilisé au moment de votre appel de cotisation et pas au moment de son encaissement, par exemple. Voilà, c'est tout un tas de descriptifs de comment vous avez comptabilisé les différents éléments qu'on retrouve dans votre bilan et dans votre compte de résultat. Et donc, l'annexe est obligatoire pour l'ensemble des associations qui sont soumises au plan comptable. Donc, c'est les seuils qu'on a évoqués tout à l'heure, les 153 000 € de subvention, l'appel à la générosité du public, les associations ayant une certaine activité économique, et ainsi de suite. Donc ça, actuellement, AssoConnect ne permet pas de le sortir en automatique, mais il me semble que c'est un projet qui est en cours. C'est en discussion, effectivement. Le FEC, du coup, existe déjà et on a fait, du coup, on en parlait avec Fanny juste avant, une petite amélioration où vous pouvez le sortir, et je le redis si vous l'aviez pas vu, mais dès à présent. Avant, c'était juste quand l'exercice était clos, parce qu'on s'assurait que l'exercice soit bien complètement figé avant de le sortir. Et maintenant, vous pouvez sortir finalement un FEC qu'on a appelé partiel en milieu d'exercice si vous avez un besoin pour, même si l'exercice n'est pas terminé, pas clôturé, vous pouvez dès à présent sortir un FEC. Alvina, je ne sais pas si c'est prévu, mais peut-être à la fin, il y en a certains qui demandent un exemple d'un compte de résultat, d'un bilan qu'on pourrait peut-être montrer. Je vais peut-être pas forcément maintenant, mais si tu peux préparer peut-être en fin de présentation de montrer à quoi ça ressemble, ça peut être intéressant. Je vais prendre une plateforme pour vous montrer à la fin à quoi ça ressemble. Hop, je te laisse du coup conclure, Fanny. Alors, dans les 3 points à retenir, alors moi j'espère que vous avez développé un amour et une passion pour la comptabilité grâce à ce webinaire. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. Donc, il faut se rappeler que c'est pas juste obligatoire, mais c'est vraiment un outil au service de l'association. On l'a vu, ça permet de répondre non seulement aux obligations réglementaires, mais à une obligation de transparence, à une obligation de pilotage. Ça permet d'ajuster votre trajectoire, ça permet de suivre qui vous doit de l'argent. Ça permet vraiment de suivre tout un tas de choses qui sont utiles pour la pérennité de l'association aussi, puisque si on ne sait plus qui nous doit quoi, c'est dur de recouvrer l'argent et forcément ça crée des difficultés de trésorerie. Donc voilà, il faut pas voir ça comme une obligation, mais il faut vraiment voir ça comme un outil de pilotage au service du développement de l'association. Le deuxième point, ça, Alvina en a parlé. Faut pas attendre la fin de l'année pour faire toute sa comptabilité. Il faut vraiment le suivre régulièrement, déjà pour des raisons purement pratiques, parce que c'est plus simple de retrouver ces justificatifs si on le fait régulièrement que d'aller rechercher le justificatif de janvier en décembre. Et puis surtout, c'est ça qui permet d'anticiper les dérapages budgétaires. Si vous avez une vision claire de votre comptabilité mois par mois, c'est là que vous allez pouvoir voir que vous êtes en train de déraper, par exemple, par rapport à votre budget, qu'il y a des dépenses qui n'étaient pas anticipées, qu'il va falloir peut-être aller chercher d'autres financements. Voilà, donc c'est vraiment cet outil de pilotage, s'il est suivi tout au long de l'année, puisque si on le voit qu'une fois par an, on se retrouve souvent avec des mauvaises surprises au moment de faire sa clôture. Et le dernier point, voilà, c'est très complexe, la comptabilité. Là, quand Alvina nous explique une écriture, ça semble simple, mais il y a vraiment plein de complexité. Sinon, on serait pas là, nous. Donc voilà, il faut pas hésiter à se former. Ce webinaire, c'est une première étape, mais on peut aller un petit peu plus loin, notamment sur des problématiques un petit peu plus fiscales, un petit peu plus techniques. Il faut bien s'équiper. Il faut trouver le bon logiciel. C'est ce qu'on disait au départ. Il faut réfléchir à ses moyens, à la fois humains, et ça rejoint la problématique de la formation, mais à la fois outils, et ça rejoint la problématique de s'équiper correctement. Et AssoConnect, c'est vraiment un bon logiciel pour prendre en main toutes ces problématiques comptables. Et puis voilà, quand vous avez besoin d'aller plus loin,
c'est vraiment de ne pas hésiter à être accompagné par un expert comptable pour la mise en pratique et pas un commissaire aux comptes quand vous avez des obligations de contrôle si vous dépassez certains seuils. Et donc, ça, c'était nos 3 points de conclusion. Mais on a refait ce webinaire aussi cette année puisqu'il y a une petite nouveauté. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est qu'il y a un nouveau plan comptable en 2025, donc qui s'appelle le règlement ANC 2022-06. Donc pareil, si vous ne savez pas quoi lire ce soir, n'hésitez pas à le télécharger, mais qui va redéfinir certains concepts, notamment le résultat exceptionnel. Donc comme son nom l'indique, le résultat exceptionnel, c'est vraiment sur des opérations qui ne sont pas courantes. Avant, on mettait un petit peu, si je puis dire, tout et n'importe quoi là-dedans. Ce nouveau plan comptable a vraiment redéfini la définition du résultat exceptionnel. Et pour nous, associations, qu'est-ce que ça va impacter ? Par exemple, si vous avez des subventions d'investissement que vous touchez, on a parlé des immobilisations tout à l'heure avec Elvina, vous pouvez financer ces immobilisations via des subventions d'investissement. Et donc, l'immobilisation sera amortie sur la durée de vie et la subvention d'investissement sera reprise sur cette même durée de vie. Donc, en théorie, ça génère un produit et une charge pour étaler du coup ce résultat IMO subvention. Et donc, cette subvention était reprise par le résultat exceptionnel. Maintenant, elle sera reprise par le résultat courant. Donc, je suis pas sûre que ça impacte tout le monde, mais si jamais vous avez ça et que vous avez des financeurs, c'est surtout ça le sujet, c'est aussi de pouvoir expliquer finalement les écarts qu'il va y avoir de comparabilité entre le nouvel exercice qui sera en 2025 sur ce nouveau plan comptable et l'ancien exercice qui du coup ne le sera pas. Donc il faut se préparer, je pense à tout ce qui est médico-social, SMS, dans vos comptes administratifs, ça peut susciter des questions. Le deuxième point, c'est la suppression des transferts de charges. Alors, je vais pas aller très loin, mais si vous avez de la mise à disposition de salariés ou autre, c'était en autre produit, ça va remonter en chiffre d'affaires. Et puis surtout, ça va remodifier le bilan et le compte de résultat tel qu'il est présenté. Et donc là-dessus, on a déjà travaillé sur le sujet pour que SoConnect soit dans les clous au 1er janvier 2025. Donc tout à l'heure, il y a eu une demande de bilan compte de résultat. Je ne sais pas, Elvina, s'il sera nouvelle mouture. Il est nouvelle mouture. Alors après, je sais pas si c'est celui-là que je vais vous montrer parce que c'est la plateforme de test qui est pas très complète, mais il a été adapté du coup et c'est passé avant le 1er janvier. Donc effectivement, comme dit Fanny, les comptes en gros qui étaient peut-être à certains endroits dans le compte de résultat ou dans le bilan ont été déplacés, ce qui fait que par exemple quelque chose qui était dans le résultat exceptionnel est ailleurs, etc., etc. Et ça va induire des difficultés de comparabilité en fait et de lisibilité. C'est là-dessus qu'il faut se préparer, notamment pour argumenter avec nos financeurs. Voilà, c'est ça. Ok, et bien top. On peut passer au. Peut-être je vous montre déjà le plan comptable et du coup ce que j'ai préparé en attendant. Hop. Donc, vous avez du coup un onglet donc sur SoConnect pour ceux qui ne l'ont jamais vu avec tous les documents comptables que vous pouvez sortir de la part donc sur votre association. Ça se met à jour automatiquement. Donc, dès qu'il y a une écriture qui est saisie, globalement, nous on le range correctement pour simplifier dans le plan comptable dans le plan comptable, pardon, dans le compte de résultat, dans le bilan, enfin dans tous les documents qui vont bien. Voilà. Donc, pour vous donner un modèle, je pense qu'on peut en trouver assez facilement. Peut-être dans nos articles de blog et sinon sur la plateforme il est fait automatiquement. Il est soit vide pour là où il n'y a pas de compte, donc par exemple en bas là j'ai aucun compte donc il est vide mais il y a quand même le squelette et dès que vous avez un compte qui est utilisé il vient se mettre automatiquement dans la bonne catégorie. Donc voilà, avec toujours période en cours N-1. Il est exportable en Excel et en PDF et voilà, et on peut filtrer par budget pour ceux qui font de la comptabilité analytique par exemple.
Et sur la partie bilan, hop, je passe à mon nouvel onglet. C'est la même chose. Enfin, c'est la même chose, mais c'est un bilan. Mais le fonctionnement est le même. À savoir qu'un bilan a plus de colonnes, mais ce qui est normal puisque l'année en cours, alors j'ai des années bizarres sur ma plateforme de test, mais l'année en cours, on met toujours le brut, les amortissements et le net. Et puis ensuite, on a le net de l'exercice précédent. Mais sinon, c'est le même fonctionnement. Dès qu'une écriture se passe, on vient le mettre soit à l'actif, soit au passif, en fonction de comment ça doit être rangé d'après justement le plan comptable associatif. On passe aux questions ? Ouais, super, Alvina. Je prends une toute petite minute avant de. Il y a eu beaucoup de questions, merci beaucoup. Mais le petit instant promo Asso Connect, on a lancé une nouvelle offre qu'on appelle le compte pro Asso, qui vous permet d'avoir un compte courant, une carte et un IBAN français et de surtout lier tous vos mouvements bancaires à Asso Connect. Donc c'est tout nouveau, c'est en bêta. Je vais vous mettre le lien dans le chat et si jamais vous êtes intéressé, je vais vous lancer aussi un petit sondage. Si vous répondez oui, on se permettra de vous envoyer un email pour vous donner plus d'informations sur cette nouveauté. C'est en bêta, c'est ouvert seulement à quelques personnes pour l'instant, mais ça va être la grande nouveauté 2025 chez Asso Connect. Et pareil, je vous mets dans un sondage là juste après la première question. Si vous êtes intéressé d'être recontacté et d'avoir des informations sur Fideliance, n'hésitez pas à mettre oui, comme ça Fanny vous recontactera avec des informations sur le cabinet. Voilà. Et puis évidemment, ceux qui veulent tester Asso Connect, vous avez 14 jours gratuits. Vous démarrez un essai gratuit sur Asso Connect et vous pouvez tester la comptabilité par exemple pour voir si ça peut vous servir pour votre asso. On serait ravis de vous proposer une démo en plus également. Donc n'hésitez pas si vous voulez passer votre compta d'Excel à Asso Connect ou changer de logiciel, c'est le moment. Peut-être sur Alvina, la question qui a été le plus posée, je sais que tu l'as abordé un petit peu, mais il y a eu plusieurs questions explosées sur comment valoriser le temps consacré par les bénévoles dans la compta. Voilà, donc je ne sais pas comment compter les bénévolats. Donc si tu veux peut-être réexpliquer, je ne sais pas si tu veux te servir d'Asso Connect pour montrer comment ça marche, mais voilà, c'était la question qui a été le plus votée pendant ce webinaire. Alors, comment le comptabiliser dans Asso Connect ? Je peux vous le montrer, mais je suis pas certaine que ce soit la question. Je pense plutôt c'est qu'est-ce qu'on comptabilise et à quel montant en général, qui revient souvent. Et je vais laisser du coup la parole à Fanny qui l'avait très bien expliqué l'année dernière, parce que cette question revient assez souvent. Alors, ça dépend des associations, mais il y a quand même quelques tips, on va dire, que vous pouvez suivre pour pouvoir le comptabiliser. Du coup, je te laisse expliquer, Fanny, puis après, je prépare comme ça pour montrer comment ça fonctionne. Alors, effectivement, la comptabilisation du bénévolat, finalement, c'est devenu une notion quasiment obligatoire parce que si vous ne le valorisez pas, vous êtes obligé d'expliquer pourquoi vous ne le faites pas. Et si vous le faites uniquement parce que vous pouvez le faire de manière suffisamment fiable. Donc le bénévolat, enfin tout ce qui se valorise en fait dans les comptes de classe 8 qui étaient présentés par Alvina tout à l'heure, c'est assez large parce qu'il y a effectivement le temps des bénévoles, mais il peut y avoir aussi tout ce qui est mise à disposition de locaux, tout ce qui est dons en nature, enfin tout ce qui n'a pas une valeur monétaire entre guillemets peut être valorisé dans ces comptes de classe 8. Alors après, il faut pouvoir, pour les mettre dans les comptes de classe 8, le valoriser de façon suffisamment fiable. Il n'y a pas de méthode miracle pour suivre les temps de ces bénévoles, notamment si on parle vraiment uniquement que du bénévolat. Mais il y a effectivement des tips. Vous pouvez déjà avoir un logiciel de suivi d'heures, par exemple, de vos bénévoles qui disent aujourd'hui j'ai consacré 3 heures à l'association. Et en ça, il y a des petits outils qui existent. Je pense à Bénéva Libre ou ce genre de plateformes qui permettent de le faire de manière assez simple. Après, il y a d'autres méthodologies. Moi, je me souviens que dans une asso, on était commissaire aux comptes et on demandait de justifier les heures des bénévoles. Et finalement, en fait, ils avaient envoyé un courrier à l'ensemble de leurs bénévoles
qui demandaient de leur faire une lettre en disant moi j'estime avoir passé tant de temps, qui était signée par le bénévole. Donc ça c'est une méthodologie pourquoi pas, en tout cas qui est probante puisque le bénévole s'y engage. Après il y a aussi la question de la valorisation. À quel montant je valorise mes heures de bénévolat. Alors là c'est pareil, hein, il y a plusieurs méthodologies en fonction des différentes catégories de travaux qui peuvent être effectués pour l'association. La première méthode, c'est que finalement, dans le doute, on peut mettre ça au SMIC horaire chargé, donc avec le taux de charge sociale afférent. Donc, taux de charge sociale, c'est toutes les cotisations patronales que vous devez payer en théorie aux URSSAF ou autres. Donc, en général, c'est 45% du montant du salaire brut. Après, si vous avez affaire à des experts bénévoles, vous pouvez les valoriser au temps sur lesquels eux-mêmes se vendent. Par exemple, un expert comptable qui interviendrait bénévolement pour l'association, et pourquoi pas le valoriser à son taux horaire, puisque ce taux horaire est par ailleurs justifié s'il faisait la même prestation pour quelqu'un qui payerait pour ça. Donc il y a vraiment tout un tas de méthodologies, le tout étant surtout de bien décrire comment on fait, pourquoi on le fait comme ça, et de garder cette méthodologie dans le temps, toujours pour nos problématiques de comparabilité, c'est-à-dire qu'on va pas se dire un jour je le mets au SMIC horaire et le lendemain je le mets au taux d'un avocat ou d'un procureur ou je ne sais quoi. Voilà, il faut garder une méthodologie une fois qu'elle est définie, fixée, la garder dans le temps. Merci Fanny, hyper clair. Je crois qu'on a une question qui suit, qui est un peu dans le même genre. C'est sur la valorisation de l'occupation des lieux que la mairie met à disposition à titre gratuit. Là, il y avait une question. Quel compte utiliser en fait sur ce type d'écriture, parce que ça reste des comptes de la classe 8, mais comme c'est à titre gratuit, comment tu le valoriserais? Donc effectivement, c'est les comptes de classe 8. Après, normalement, dans le plan comptable, vous avez 3 catégories de comptes de classe 8, suivant si c'est en nature, en mise à disposition ou en heures bénévoles. Donc déjà, ça permet de différencier les différentes opérations. Après, c'est vrai que pour les mises à disposition, c'est toujours un peu compliqué. Quand c'est des sociétés, souvent on demande quelle aurait été la valorisation de cette même prestation si elle avait été faite à titre payant. Et puis bien souvent, l'entreprise, si elle le fait, elle vous demandera un reçu fiscal en contrepartie, puisque ça, c'est des valorisations qui sont possibles pour obtenir l'avantage fiscal. Après, quand c'est une administration publique, là, c'est souvent un peu plus complexe. Si vous pouvez leur poser la question, n'hésitez pas. Sinon, il faut faire une étude du coût locatif au mètre carré pour la même typologie de biens, si je puis dire, pour trouver une valorisation. Donc, ça sera jamais parfait. Il n'y a pas de prix totalement juste à l'euro près. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de rester cohérent dans la méthodologie qu'on applique et de bien l'expliquer. Okay. Merci Fanny. Super. Il y a Alvina, est-ce que tu peux passer sur la slide juste d'après? Oui. Il y a une question de François qui dit combien d'années antérieures faut-il conserver compta et doc justificatif? Alors sur les délais de conservation, je vous invite à aller voir le site du gouvernement sur le sujet qui est très précis puisqu'il répond vraiment à chaque durée en fonction de chaque document, sachant que suivant si vous êtes sur des documents comptables, fiscaux, sociaux, vous n'avez pas les mêmes durées de conservation. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les durées de conservation comptable. Et mauvaise nouvelle, a priori c'est environ 10 ans. Sachant que le plus important, c'est de conserver la durée de la prescription fiscale finalement, puisque c'est ça qui peut faire l'objet d'un contrôle.
qui elle est de 3 ans. Mais en théorie, c'est 10 ans. Ouais, c'est pas mal. Sachant que, bonne nouvelle, la dématérialisation arrive, puisqu'elle deviendra obligatoire à compter de septembre 2026. Donc maintenant, la plupart des documents seront dématérialisés. Mais ça, pareil, on pourrait faire tout un webinaire sur le sujet. À l'occasion, on va y penser. Ce sera le gros sujet de l'année prochaine, je pense. Et il y a Sylviane qui demande comment faire si les données en début d'exercice sont erronées. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, excusez-moi. C'est une très bonne question. Tout dépend déjà si vous avez tenu votre assemblée générale, si vous avez approuvé vos comptes. En théorie, le mieux, c'est de corriger. Mais il y a différentes modifications possibles et techniques de correction d'une erreur comptable. Et là, je vous inviterai peut-être à vous rapprocher d'un spécialiste sur le sujet, puisque on peut pas en théorie reprendre des comptes qui ont été approuvés, ou en tout cas, il faut le faire, mais d'une manière bien formelle, avec des écritures un peu spécifiques. Donc, le mieux, c'est de se rapprocher de quelqu'un qui puisse vous aider sur le sujet. Et comme il est déjà 19h, je vous propose une dernière question et un petit jeu. La dernière question, c'est est-ce que, alors moi j'y connais rien, hein, est-ce que c'est Florence qui demande, pouvez-vous nous donner une liste des seuils qui déclenchent les diverses obligations, s'il vous plaît? Alors, à vous je sais pas de quelles obligations elle parle, mais peut-être à partir de quand on a besoin d'un expert comptable, à partir de quand on doit tenir une comptabilité d'engagement, j'en sais rien. Si vous avez des seuils comme ça qui permettent de dire il faut qu'on arrête d'écrire sur papier, sur classeur, il faut qu'on passe sur un outil. Je sais pas s'il y a des références comme ça. Alors oui, la notion de seuil, c'est quand même assez vaste dans les associations parce que tout est défini par des seuils. Donc que ce soit l'obligation de tenir une comptabilité d'engagement, l'obligation de nommer un commissaire aux comptes, l'obligation de présenter une annexe, l'obligation de publier ses comptes, tout ça c'est défini par des seuils. Mais peut-être que on pourra diffuser un support là-dessus qui reprend les différentes obligations en fonction des différents seuils. Et peut-être la question sous-jacente, c'est quelle est la différence entre l'expert comptable et le commissaire aux comptes et lequel est obligatoire à quel moment. L'expert comptable, il est jamais obligatoire en fait. C'est un conseil, c'est une aide pour vous si vous voulez peut-être fiabiliser tout un certain nombre de points, de vous mettre en accord avec les règlements comptables, de vous mettre en accord avec la transparence financière, les obligations légales qui en découlent. Il faut pas hésiter à appeler un expert comptable, de mettre en place une comptabilité analytique. Enfin, vraiment, il peut vous accompagner sur tout un tas de sujets, la fiscalité, est-ce que vous avez une activité lucrative, il peut vous aider à faire vos déclarations fiscales. Enfin, voilà. C'est vraiment une aide qui parfois est demandée aussi par les financeurs, puisque parfois ils demandent une attestation de l'expert comptable sur les dépenses. Donc c'est peut-être le seul cas où il devient entre guillemets obligatoire. Et le commissaire aux comptes, lui par contre, il doit être nommé en assemblée générale quand vous dépassez un certain seuil. Donc les fameux 153 000 € de subvention, de dons, quand vous les dépassez, vous devez nommer le commissaire aux comptes. Et là, c'est une obligation légale. Donc si vous ne le faites pas, vous avez un risque pénal derrière. Voilà, donc et du coup le commissaire aux comptes sera plus dans la revue de ce qui a été fait. Lui, il sera pas dans entre guillemets dans la notion de conseil. Il ne fera pas. Il reverra ce qui a été fait et vous donnera des grandes orientations pour vous améliorer. Peut-être c'est compliqué d'écrire tous les seuils. Là, on fera. Je vois qu'il y a pas mal de questions là-dessus. On fera peut-être une note avec Fanny. En fait, j'allais dire, Alvina, à la fin de la présentation, en fait, on va vous envoyer le replay et aussi un lien sur lequel il y aura toutes les questions. Donc, on va pouvoir intégrer tous les documents. Il y aura des articles de blog et pourquoi pas, on peut intégrer cette notion de seuil. Alors, ça sera pas ce soir, mais ça sera peut-être demain
sur le lien. On va pouvoir mettre tous ces documents à votre disposition. Et peut-être pour terminer, je vous mets à contribution, il y a une question de Cécile qui est pouvez-vous nous proposer des formations pour aller plus loin dans la comptabilité? Je vous propose à ceux qui sont encore là avec nous, il y a encore pas mal de personnes qui sont présentes, écrivez-nous sur le chat sur quelle serait la prochaine formation que vous souhaiteriez avoir sur la comptabilité. Nous, ça nous donnera des idées. Et puis comme ça, en fonction des résultats, on l'analysera, on fera analyser ça par l'intelligence artificielle. S'il y a une thématique qui ressort pour qu'on puisse vous proposer un webinaire et une formation d'experts sur un sujet en particulier. Donc, la parole est à vous sur le chat. Allez-y, même quand on va couper, ça sera encore enregistré. Il nous reste à vous remercier pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vous allez évidemment tout recevoir par mail à la fin de cette présentation. Merci beaucoup Fanny, merci beaucoup Alvina. Et puis le mot de la fin pour vous. Donc à bientôt et à la prochaine.